Bonjour à toutes, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour Radio Circulable, ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laetitia Van de Waal. Bonjour Laetitia. Bonjour Daniel. Très content de te retrouver. Alors, on s'est rencontrés pour la première fois il y a quelques semaines à la journée organisée avec l'Institut du Commerce, mi-janvier 2025. Et tu venais témoigner de ton aventure avec l'Amazona et de ta nouvelle aventure aussi, Andromée, on va y revenir. Et comme beaucoup, j'ai suivi tes réussites ces dernières années et tes galères l'année dernière en 2024. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un épisode ensemble. Et donc, nous voilà aujourd'hui, jeudi 6 février 2025, pour faire un débrief de tout ça. Donc, encore une fois, hyper content de te retrouver. Question très simple. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter? Oui, alors je viens de franchir un cap que tu vas bientôt connaître aussi dans quelques jours, je crois, celui des 40 ans. Tout à fait, dans 9 jours pour moi. Alors, il paraît que c'est très déterminant dans la vie, donc c'est marrant parce que moi je viens de me prendre un changement imposé, donc peut-être du coup de bonne augure. Pour revenir un peu en arrière, pardon, je vais essayer de dire à la fin, mais T'inquiète, on va venir à aujourd'hui, mais effectivement, faut qu'on comprenne le chemin qui t'a amené jusqu'ici. Pardon. Moi, j'ai fait des études de communication. Je suis née en Vendée, j'ai commencé à faire mes études à La Roche-sur-Yon, à Angers, puis sur Paris. À 22 ans, j'étais sur Paris. J'avais un boulot dans le placement de produits au cinéma. Ok. Ouais. Mais en parallèle de ça, j'avais monté des assos avec des copains, des sites internet, enfin l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc qui m'a toujours branché. Et puis... Alors ça c'est assez dingue parce que, je me permets d'intervenir parce que quand tu dis que tu as été à Angers, je pense qu'on a été étudiants en même temps à Angers. Je me doutais pas que t'étais pas là-bas aussi. Alors, je t'avouerai que j'étais pas très présente en cours, j'étais plus en train de développer des sites internet. Ouais, bah la vie étudiante quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ouais, alors plein de projets, hein, vraiment plein de projets, mais ça m'a vraiment permis de tester des idées, de me rendre compte que je pouvais pas, que c'est un sacerdoce d'être entrepreneur, hein, parce que tu passes des mois et des mois à développer, et après une fois que tu mets sur le marché ton produit, ben, ça marche ou ça marche pas. C'est un boulot formidable. Ouais, tout à fait. Donc c'était des très bons entraînements. Ouais. C'est clair. Et donc ça, après l'arrivée sur Paris, ce boulot en placement de produits cinéma, et puis vite j'ai l'idée de faire des lingettes démaquillantes écologiques. Un concept que j'avais beau chercher sur Google, hein, je l'ai trouvé nulle part dans le monde, c'était des lingettes démaquillantes en microfibre. Alors maintenant ça paraît tout à fait commun, hein, mais à l'époque j'avais l'idée en sortant en soirée avec des copains, en partant en week-end, en me démaquillant, en me prenant ma douche le lendemain, hop, je me suis rendu compte qu'en m'essuyant avec ma serviette d'une marque bien connue en microfibre, ben, ça m'avait bien démaquillé. Donc ça m'avait aussi bien arraché tous les cils. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire. Voilà. Et ça a été le début de l'Amazon. Et donc ça, on est fin des années 2000, tout début 2010. Voilà, 2010, puisque j'ai monté la boîte quand j'avais 25 ans. Ouais, c'est ça, 2010. Ok, parfait. Et donc là, tu lances l'Amazona et c'est quoi à ce moment-là tes ambitions? C'est juste créer un petit business pour en vivre ou est-ce que tu as tout de suite une mission de changer le secteur cosmétique? Ah non, alors j'en étais pas là du tout. J'étais convaincue que c'était une bonne idée. Parce que c'était efficace, ça a remplacé les cotons jetables, c'était plus agréable sur la peau. Enfin, j'étais convaincue que ça cochait plein de cases. Mais alors, tu sais, j'ai fait une école de communication, pas de commerce, donc j'avais aucune notion de business plan, de rentabilité, mais vraiment zéro quoi. Et donc, Ouais, bah c'est toi, même en école de commerce. c'est vrai. Je me suis peut-être un peu frustrée par rapport à ce mec qui faisait des levées de fonds et tout. Je disais, ça me parle pas du tout. Si tu me donnes 100 000 euros, je ne saurais pas quoi en faire. Ouais, non, mais en fait, le plus important, c'est de savoir faire quelque chose de ta tête et des 10 doigts, mais pas forcément ce que tu vas apprendre en école de commerce. Enfin bon, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Bon, du coup, le projet démarre comme ça. Et la question que tu viens de poser là, je me la suis posée au bout de 5 ans.
puisque c'est au bout de 5 ans que j'ai pu me verser un premier salaire et que j'ai dû me poser la question d'embaucher. En fait, la machine a grandi vraiment petit à petit, et puis la 5e année, c'est quand on a accueilli la COP 21 en France. Là, je suis passée de 100 000 à 600 000 euros de chiffre d'affaires en un an, donc j'ai pu me payer, Incroyable. et surtout, j'ai pu embaucher, mais vraiment dans la foulée. Il y a un énorme coup de boost. Et au moment d'embaucher, c'est là que je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie d'embaucher ou est-ce que je reste toute seule? Et ça faisait quand même 5 ans que j'expliquais que grâce à mes produits, on allait pouvoir limiter les déchets. Et là, je me suis dit, en fait, vu ce que j'annonce, je suis obligée de vouloir en faire quelque chose de plus gros que notre personne, puisque si le but c'est de réduire les déchets, ça sert à rien que je me limite. Et donc là, la décision... Surtout que, alors excuse-moi de te couper, mais on va revenir à quand tu as pris cette décision-là, mais je pense qu'il faut quand même rappeler que pendant 5 ans, donc tu as bossé comme une dingue, et tu t'es pas versé de salaire, et en plus tu bossais sur le côté, quoi. Ah ouais. J'organisais des marchés bio, avec des produits un peu cadeaux, rigolos pour faire monter un peu le marché de la bio. Alors ça, c'était plus du bénévolat, une manière de faire connaître la boîte que gagner dessus. J'étais serveuse dans un resto debout le midi, et l'après-midi, j'avais un mi-temps dans une boîte de production photo pour les marques de luxe. Donc, j'étais un peu l'assistante, comme dans le diable de Sabine Incredible. Putain, ok, mais sacrée aventure, putain, c'est incroyable. Et donc, excuse-moi, on en revient à là où tu me disais, bon voilà, là ça commence à augmenter en chiffre d'affaires et maintenant il faut que j'ai des vraies intentions, des vraies ambitions. Et donc voilà, ce que tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors une embauche, 2 embauches, et 6 mois après, l'ouverture d'une boutique sur Paris. Alors la boutique, ça partait d'un constat simple, c'est que je sous-traitais la logistique, et je me suis dit que finalement ce que je versais aux sous-traitants logistique, ça me permettait de payer un salaire à plein temps et en local. Et donc après en local, moi j'ai pris une petite boutique de 30 mètres carrés dans une rue près du canal Saint-Martin, pas une rue commerçante, mais qui avait une vitrine, et je me suis dit, écoute, on fera l'écho derrière la vitrine, si on a en plus quelques clients qui viennent, ce sera très bien. Et au bout de 2-3 mois, on avait suffisamment de clients pour embaucher une vendeuse. Et c'était vraiment un essor phénoménal, puisqu'on était les premiers à proposer de la cosmétique solide à ce moment-là. Il n'y avait pas que la lingette, mais j'avais sorti les premiers déodorants solides, les premiers dentifrices solides, et on cochait toutes les cases des produits qui étaient attendus à ce moment-là. Et alors ça, t'es déjà en 2015, tu disais? Ou 2016? Ouais, 2016 déjà, ouverture de la boutique, janvier 2016. Okay. Et elle était où cette boutique? Parce que j'habitais pas loin. Alors, dans le 10e, près du canal Saint-Martin. Ok, mais je veux dire en termes de rue. Rue Louis Blanc. 31 rue Louis Blanc. Et les locaux de Respire, dont tu as peut-être entendu parler, ils sont au 36 rue Louis Blanc. Donc, ils m'ont regardé par la fenêtre pendant des années. J'ai pas la confirmation, mais c'est le bâtiment en fait. Ok, excellent. Et alors, donc les débuts de la boutique se passent plutôt bien, mais toi, t'habitais à Paris à ce moment-là? Oui, à Montreuil. Ouais. Ok, excellent. Ouais, j'ai passé 10 ans sur Paris. Ouais, je suis désolé de faire le parallèle, mais on a vraiment eu des parcours de vie vraiment équivalents parce qu'on a passé beaucoup de temps aussi à Montreuil avec Circulab et j'habitais dans le 10e, bref. Ah oui, voilà. On des croiseurs de villes. Ouais, complètement. Pardon, désolé pour la digression. Donc, cette boutique fonctionne, tu commences à recruter un petit peu plus, on est en 2016, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors la boutique devient trop petite, donc je prends des locaux à Montreuil justement, un entrepôt plus grand avec des bureaux, puis encore d'autres bureaux. Donc on est entre Voltaire, Robespierre, Croix de Chabot, Montreuil, et du coup le 10e. Pardon, je suis un peu RATP. Un peu en train de vadrouiller tout le temps. Bien sûr. Et surtout, on se met à faire 2 tours de France. 2 étés de suite, on fait des tours de France avec un camion aménagé pour faire connaître le concept de la cosmétique solide. On débarque dans les grandes villes, on fait des ateliers gratuits pendant 3 jours, il y a toute l'équipe qui y va, l'équipe logistique, la comptable, tout le monde. Et on fait ça bénévolement, gratuitement, pour faire connaître le concept. Et en termes d'équipe, c'est une aventure de ouf. Mais pour le grand public, ça a vraiment participé à faire connaître, à montrer que c'était marrant, que c'était pas contraignant et que c'était un moyen de changer les choses facile.
tous les jours dans sa vie. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, alors, ça nous a emmené à une étape encore plus folle, mais ça, c'est plus folle pour l'équipe en interne, c'est qu'en 2018, on a quitté Paris, on était 11, on est 11 à déménager de Paris vers la Drôme. Et on déménage tous. Alors, dans la Drôme, pourquoi? Pour remplacer les tickets restaurants par un jardin en permaculture pour alimenter l'équipe. Ça, c'était l'étape ultime, c'était d'arriver vraiment à une entreprise zéro déchet, puisqu'on avait même cultivé sur place la nourriture du déjeuner. Donc fini les poubelles de la cuisine. Alors nous aussi on a déménagé en 2018, mais moi je suis rentré à Nantes dans ma ville natale, mais toi t'as poussé l'ambition tellement loin, c'est génial quoi. Ouais, bah, c'était vraiment une vision complète. Bah ouais, complètement. Essayer de faire au mieux jusque dans le monde complètement. Donc 2018, arrivé dans la Drôme, toi tu connaissais la région ou c'est par coup de cœur? Ouais, alors je connaissais pas du tout la Drôme, mais j'avais donné des timings à l'équipe, donc il fallait que j'y respecte, donc il fallait vraiment que je trouve un endroit. Et c'est un ami qui a une entreprise dans la région qui m'a dit mais viens chez nous, c'est superbe. T'as 2h10 en TGV depuis Paris, tu vas t'y plaire, et puis ça va être chouette. Et je savais que lui il serait pas loin, donc c'est un entrepreneur en qui j'avais beaucoup confiance. Et je me suis dit, bah écoute, vas-y, c'est parti. Donc j'ai annoncé à l'équipe qu'on partait dans la Drôme, alors que j'avais moi-même jamais mis les pieds. Incroyable. Et tout le monde était motivé? Ouais. Alors on était 13, on est 11 à avoir déménagé. Ok, il y en a quand même qui n'ont pas voulu sauter le pas. Ouais, pour des raisons très personnelles. Bien sûr, ouais. Mais il faut imaginer une émulation de fou. Bah ouais. De fou. Ouais, en plus, déménager à 11, ça crée tout de suite un écosystème social, quoi. Enfin, je veux dire, tu descends pas tout seul, quoi. Ouais. Ah oui, et puis on a très vite recruté, et on recrutait des gens vraiment locaux. La première recrue, je crois, c'était une personne du village. Donc tout de suite, on s'est retrouvés intégrés, connaître les bons plans, les belles balades à faire dans le coin. Ouais. Ok, excellent. C'est une super aventure. Et puis, ça a continué comme ça pendant 2 ans. On a connu la croissance encore jusqu'en 2020 très forte, très très forte. On arrivait, on faisait 1 million. J'ai trouvé le local. En janvier, on faisait 1 million. En décembre, on faisait 2 millions de chiffre d'affaires annuel. L'année suivante, 4. Et celle d'après, on a frôlé les 10. Donc là, celle d'après, c'est la fameuse année 2020. 2020, ouais. Avec tous les événements qu'on sait. Ouais, alors il faut imaginer tout ce que ça implique. Ça veut dire on recrute 4 personnes par mois, tout ça sur fonds propres, il n'y a pas d'investisseur derrière, donc tout autofinancé. Financer de la croissance, mine de rien, c'est pas si simple, donc on s'est mis à la facturage, enfin tout un tas de choses techniques qui compliquent énormément la vie. Ouais. En même temps, on n'a pas le temps de se structurer puisqu'on est dans une course effrénée. T'imagines passer de 4 à 10 millions en espace d'un an, mais c'est complètement fou. Ouais, c'est clair. Et du coup, tout le monde bosse comme des fous. On déménage nos bureaux, mais au moins une fois par mois pour faire de la place pour les nouveaux. Et ça, en plus, 2020, alors vous continuez de grossir, mais en plus, il y a un confinement et tout ce qui s'ensuit. Et puis en plus, à ce moment-là, on se souvient que les gens commencent à prendre conscience. Alors, on parlera pas tout de suite de ce qui s'est passé après, mais il y a une espèce de prise de conscience, de reprendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on mange, etc. Donc j'imagine que là, il y avait un écho favorable à tous tes produits. Alors oui, mais pardon, il y a une petite confusion. Moi je dis bilan 2020, on frôle les 10, mais en fait le bilan se limitait au 31 mars. Or on a été confinés le 15 mars. Donc nous c'est l'année 2019 finissant au 31 mars 2020 qui a été d'accord, ok, effectivement. Et le 15 mars, c'est la chute. Les ventes plongent. On devait faire 1 million de chiffre d'affaires le mois de mars 2020, okay. On ne fera que 500 000. Et là, c'est vraiment le début de la dégringolade. Parce que comme tu me dis, tout le monde s'est mis à prendre soin de soi. Donc nous, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas plus de ventes que ça? Parce qu'on voyait bien que c'était des parties. On s'est dit que c'était la désorganisation. Tout le monde a été à gérer ses problèmes perso, les enfants à la maison, à faire l'école et tout. Et donc, on n'a pas compris ce qui se passait vraiment pour nous. Ce qui était bien spécifique, c'est que la concurrence arrivait partout, dans tous les magasins. En fait, les négociations annuelles se font toujours entre novembre et décembre.
Donc, par D'accord. exemple, Naturalia qui ne revendait que des shampoings solides à Medula, quand ils ont vu que ça se vendait bien. En novembre-décembre 2019, ils ont dit, vas-y, on référence 3-4 autres marques de shampoings solides. Et le temps que ça arrive, et ben, en avril, mars, avril, mai, t'as les concurrents qui arrivent dans les rayons à côté de toi. Et là, nous, tu te retrouves avec 5 shampoings là où il y avait que le nôtre, mais ta clientèle n'est pas multipliée par 5. Donc, qui est-ce qui perd du chiffre d'affaires, des parts de marché, Ok. et ça a été claque sur claque. Et on a mis longtemps à le comprendre puisque tout le monde était informé chez lui. Putain, c'est Donc, dingue. on n'a même pas vu tout ça. Et voilà. Ouais, et la concurrence des temps est folle. La concurrence, on savait qu'elle allait arriver, donc D'accord. on est en train de recruter des ambassadrices pour aller sur les terrains. On est le temps de les recruter, les former et pouvoir nous envoyer sur le terrain. Entre tous les confinements, on a perdu 6 mois. C'est sur ce temps-là que tout le monde s'est construit. Ouais, et puis en plus, les actions que tu évoques, ça se met pas en place du jour au lendemain, et puis c'est des sacrés investissements, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, bah, tu avais une belle trésorerie, mais tu continues à t'approvisionner chez tes fournisseurs, même si tu n'as plus autant de besoins, parce que tu es engagé par des contrats et que tu n'as pas envie de les mettre dans la panade. Donc tu te stockes, alors que tu n'as plus les ventes en face. Et tu bouffes ta Incroyable. et puis ça va très Et vite. donc ça, en plus, enfin, ça fait 10 ans que tu entreprends, mais comme personne ailleurs, t'as pas été formé à gérer comme ça des confinements et l'arrivée massive de concurrents, quoi. Bah, c'est ça. En fait, tu prends tous les problèmes, tu les prends un par un. Allez, pourquoi pas, on aurait peut-être pu s'en sortir. Mais ne serait-ce que gérer une forte croissance, ne serait-ce que ça, il faut réussir à le tenir. Ensuite, gérer que les confinements, c'est infernal, mais les gens ont réussi pour certains. Ensuite, à la crise de la bio qui est arrivée, on avait 10 revendeurs qui fermaient toutes les semaines. Il y avait 300 fermetures de magasins. Juste en France. Et il se passait la même chose. On faisait 25% à l'étranger. Donc, il se passait la même chose en Espagne, en Italie, en Allemagne. En Allemagne, on a perdu notre distributeur qui nous faisait 1 million d'euros. Lui-même est parti en liquidation. On a perdu 1 million de chiffre d'un coup. Donc, ça a été, claque sur claque sur claque. Voilà. Donc, compliqué. Ah ouais, donc sacré année 2020. En plus, quand tu commences le 1er janvier, tu peux pas te douter de tout ce qui va se passer, quoi. Ah non, impossible. Putain, c'est ouf. Ouais, puis c'est ça, ça a été 4 ans de dégringolade avec une régularité assez. Et donc là, on imagine que tant bien que mal, t'essayes de te débattre. Enfin, comment ça se passe? C'est parce que tu as évoqué le fait de tu t'es engagé avec des fournisseurs, donc bah tu fais en sorte d'honorer tes engagements, et puis d'un autre côté, tu as tes distributeurs qui disparaissent un à un. Enfin, question vraiment naïve, hein, sans aucun jugement, mais comment ça se passe de ton côté? Ouais, bah en fait, la première année, t'as tout ce qu'il faut de réseau, donc tu tiens. La deuxième, t'es avec les jeux qui arrivent, donc tu tiens aussi, et tu commences à te poser des sérieuses questions. Enfin, là, ça y est, t'as compris que ton problème venait de la concurrence. Mais le temps de réagir, tu peux pas enclencher des trucs en 10 secondes. Donc tout est long, tout est trop long. En plus, tu traînes maintenant une grosse machine, hein, t'as 70 salariés à manager, donc tu essaies de mettre en place une structure, parce que les recrutements se sont fait très difficiles. Tout est compliqué, tout est complexe, et en même temps, tu as la construction des couliers, avec un déménagement prévu un an après. Bien sûr, ouais. C'est ça, en 2022. Donc les couliers qui est censé être l'apothéose, quoi, la réalisation totale, quoi. Et donc tu continues à porter ce projet à bout de bras parce que tu y crois profondément. Et donc au final tu vois que t'as tout qui est en train de se démanteler. Donc tu y crois encore parce qu'il y a plein de moyens. On a commencé par mettre en place, on a fait une première vague de départ. C'était plutôt des départs volontaires, avec des licenciements économiques, sachant que les licenciements économiques, en fait, ça te donne le droit de licencier à partir du moment où tu parles du chiffre, mais il va quand même falloir verser l'équivalent de 3 à 4 mois du salaire de chaque personne qui part. Donc, t'es mal en point. Tu vas plus pouvoir payer les services, donc tu fais des choix qui sont terribles à faire, mais on te demande de payer une fortune quand même. C'est totalement incohérent. Il y a un problème là, on mélange les PME qui ont des grands groupes,
niveau de cette gestion, des licenciements économiques. Bref. Donc on en passe par licenciement économique, on enchaîne avec une conciliation. Pareil, c'est de plus en plus connu, c'est un très bon outil, la conciliation. Ça permet de stopper pendant un temps certaines dépenses, comme des emprunts, et c'est invisible de l'extérieur. Donc en gros, tu mets tes partenaires à qui tu dois des sous, donc nous c'est que les banques, les 3 banques. Tu les mets autour de la table et on dit bah voilà, est-ce qu'on peut pendant X temps faire stopper les emprunts et puis on se rattrapera plus tard. Oui, ok, allez, hop, et tu gagnes un an comme ça. Et t'espères que le marché va se stabiliser. Mais nous, c'est là que les magasins ont commencé à fermer. Donc ça. Et puis un an après, on était prêt à sortir de la conciliation et vraiment, on voit bien que ça va pas être possible. Donc nouvelle vague de licenciements économiques et entrée en redressement. Et là, c'est l'enfer, hein, c'est que l'administratif, tu comprends plus. C'est le tribunal que tu vas une fois tous les 2 mois, qui pilote ta boîte, mais pas vraiment, mais un peu quand même. Tu me dis, non, en fait. Et chaque minute est comptée, parce que là, tout va tellement vite. Ouais, et puis en plus, t'as plus de prise sur les éléments, donc t'as l'impression que tout glisse, quoi. Ouais, et puis t'es sur ce marché de la bio qui s'effondre. Donc tous les copains qui t'auraient pu faire appel en temps normal, ils sont tous dans la même mauvaise situation, et personne ne peut aider les uns les autres, puisque chacun essaie de sauver son bateau, quoi. Ok, et donc là on est déjà en 2002 et donc en fait les galères vont s'enchaîner jusqu'en 2024, quoi. Ouais, c'est ça. Mars 2023 en redressement, ça va durer 1 an et demi. Normalement c'est par vague, par tranche de 6 mois, donc on en a eu 3. Et puis ça se solde par la liquidation finalement. Mais avec reprise, donc la marque est reprise, les produits sont repris, donc ça n'existe pas encore. Et toi, il y a un matin où tu ouvres les portes de ton entrepôt et t'as 14 ans de travail de boulot, tu s'en va. C'est pas une bonne journée. C'est pas un bon moment. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Alors justement, on va revenir à la suite, mais si tu devais résumer un petit peu tout, 3 enseignements, disons, enfin plusieurs enseignements, le nombre que tu voudras, mais de cette expérience l'Amazona, parce que enfin moi naïvement de l'extérieur, j'ai envie de dire bah déjà l'Amazona c'est quand même l'entreprise qui a permis de démocratiser les soins cosmétiques zéro déchet avec plus de 50 produits, etc. T'as évoqué les dentifrices, les shampoings, les savons, etc. Enfin ça c'est quand même pas rien, mais j'imagine qu'il y a encore d'autres enseignements que tu en tires, non? Ouais, après on parlera des nouveaux projets, mais je vais me poser aussi beaucoup de questions sur ce que j'ai fait, ce que je veux refaire et ce que je ne veux pas refaire. Bien sûr. Et là, tu vois, ce matin, on m'a dit, mais là, ce que vous voulez proposer, c'est inconnu, ça va être trop dur, on peut pas changer les mentalités comme ça. Alors là, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Alors là, et elle était convaincue. C'est un geste inconnu, donc ça va pas marcher. Mais pourquoi, comment est-ce qu'on peut être aussi sûr de ça? Donc, j'ai repensé à ces fameux Tours de France. Et la clé, en fait, ça a été d'être généreux, tu vois. Tout n'était pas lié à un business plan, sur les bonnes décisions qui m'ont permis de faire quelque chose d'aussi fort. Ouais. C'est peut-être pas assez concret quand je le dis comme ça, mais tu vois, quand tu... Si, mais il y a des super exemples où en fait il y a des entreprises qui ont tout explosé parce qu'en fait leur raison d'être, la mission qu'elles s'étaient fixée, ça dépassait largement la réussite économique et ça implique plus facilement les fournisseurs ou les distributeurs et évidemment les clients qui vont avec, quoi. Et c'est peut-être ça aussi que t'as dû ressentir pendant ces fameux Tours de France. Oui, complètement. On embarquait les gens, on embarquait tout le monde, on recevait une centaine de CV par semaine. Ah ouais, putain, c'est fou. Ouais. Quand j'entendais les gens qui avaient des problèmes de recrutement, je dis non, non, nous c'est bon. Ah putain, c'est dingue. Ouais. Donc ok, bon bah ça c'est déjà vraiment basé son aventure sur une mission qui dépasse la simple réussite économique, disons. Ah oui, bien sûr. Et du coup, pour être cohérent avec ça, ne pas hésiter à être généreux. Et là, on était généreux en temps, en donné, pour faire connaître un concept qui n'était pas que le nôtre, qui était plus global, mais on était les premiers à faire. Donc ça, je vais le garder.
ce que je veux faire différemment, c'est piloter avec beaucoup plus de chiffres. Ok, c'est moins marrant. Tu sais, je me dis souvent quand même, on faisait plus 100% de croissance par an. Donc à un moment donné, j'ai dit à l'équipe, mais ça se trouve, on aurait dû faire 200%. Ça paraît fou, mais il y a un peu de vérité là-dedans. Et c'est surtout au moment où ça allait moins bien, on a mis beaucoup trop de temps à savoir analyser ce qui n'allait pas. Ah oui, en fait, comme t'avais pas de repères, t'as pas pu pressentir ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les objectifs qui étaient vus comme des gros mots, parce qu'on discutait beaucoup d'entreprises libérées et tout, mais on s'était trompé pareil là-dessus, on n'avait pas mis le cadre d'abord qu'il aurait fallu mettre. Donc beaucoup plus de pilotage chiffré, et je le vois comme quelque chose de très positif, qui va nous permettre de savoir l'arrivée bon ou non, entre nous. Et donc on dit comment ça se fait. Plus jamais de redressement, plus jamais. Ouais, j'imagine. En plus, ça s'est pas fait en peu de temps, quoi. C'est que t'as eu vraiment plusieurs années pour te morfondre, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a toujours les trois. Ah oui, alors ça, mais ça, je sais pas s'il y arriverait. Il faut pas être trop positif, quand même. C'est un problème, hein, tu sais, de pas voir la galère en face. T'as besoin d'être positif. Quand tu pars de zéro, quand tu veux changer quelque chose, faut être profondément positif, sinon tu lâches le faire. Bien sûr. Mais quand les galères arrivent, il faut quand même réussir à les voir et prendre la mesure de ce qui me suit. C'est pas évident, ça. Je sais pas comment je fais. Ouais, je suppose un peu ce que c'est, mais sans parfaitement voir tout ça, mais ouais, effectivement, ça a dû être costaud. Donc, si je me permets de résumer, donc vraiment avoir une raison d'être qui te dépasse, être généreux, et puis peut-être plus piloter avec des indicateurs chiffrés, quoi. Pas être uniquement dans les bonnes intentions, ça me parle beaucoup parce que ça j'étais beaucoup comme ça et on est tout juste en train de mettre des indicateurs chiffrés chez Circulab. Tu vois, après 13 ans, on finit par grandir un peu et donc ouais, c'est déjà pas mal, enfin, en termes d'enseignement et est-ce que tu vois d'autres choses à évoquer sur enfin en termes d'enseignement par rapport à cette expérience d'Amazona? Continuer à mettre du sens. Alors ça, c'est vraiment une envie aussi perso. Là, je vois que le grand public est quand même beaucoup moins répondant aux engagements. Le grand public est en demande d'engagement, mais finalement, une fois devant l'horizon, le prix d'achat est quand même pas vraiment d'arriver par l'engagement, mais ça n'empêche pas pour donner du sens à ce quotidien, mais toujours en mettre autant. Pour avoir du fait d'énergie à donner à ta boîte, ça marche par comment dire, l'engagement, mais par la façon de réfléchir métier. Ouais, bien sûr. C'est de réfléchir différemment une nouvelle fois. Pas faire une énième marque. Là, si tu regardes Instagram, c'est inondé de projets qui se ressemblent tous les uns les autres. Ouais. En cosmétique, notamment. Donc là, c'est pas quelque chose de vraiment différent. Ouais, tout à fait, ouais. Et est-ce que tu veux évoquer un peu aussi l'arrivée des concurrents, parce que c'était pas forcément des petits concurrents en plus qui arrivaient face à toi. Ouais, là on a notamment L'Oréal qui a sorti des shampoings solides sous sa marque DOP, avec leurs équipes marketing qui sont venues voir sur les panneaux du Made in France juste avant, en disant on adore ce que vous faites. Ouais, très bien. Et on a vu, mais c'était fou, hein, des fabricants de bougies qui se mettaient à faire du shampoing solide, tous les savonniers se mettaient à faire du dentifrice solide. Enfin, ça arrivait de toutes parts. Les fabricants, les producteurs locaux, les grands groupes, Intel, Unilever, tout le monde. Oh, putain. C'est ouf, mais en même temps, oui, ils se disent tiens, il y a du chiffre à faire, donc on y va, quoi. Ouais, et à la limite, c'est la meilleure récompense de tout ça. Hein. C'est pas, la tristesse aurait été encore plus grande d'avoir fait tout ça et que ce soit une des miettes, mais là, non, ça y est, t'as des rayons solides dans tous les supermarchés, dans tous les magasins, vraiment. Ouais, c'est clair. Et ça, tu es pas étrangère, loin de là, quoi. Ouais, donc le boulot, il a été fait. Alors, c'est dommage d'en payer les pocassins, prendre une grosse tartine comme ça, mais bon, au moins, l'impact, il est réussi. Mais d'ailleurs, avec le recul, pendant cette période où vous grandissiez, tu nous as bien dit que tu étais 100% en autofinancement, mais vous n'avez pas été approché pour être racheté par des plus grands groupes, etc. ou...
Ouais, bah, toutes les semaines, j'avais des fonds d'investissement qui me frappaient à la porte, des family office, tout ce que tu veux. Et ouais, des offres de rachat, mais moi, c'était tellement pas le projet. En plus, je leur disais non avec un grand sourire. Alors, le jour où il a fallu aller en chercher, pour essayer de Ah ben là, il y avait valider plus quand même le personne. projet, bon, je me suis mince. C'est ça. Mais j'étais, j'étais pas à l'aise avec l'idée de faire rentrer un investisseur sur la maison. Je le vivais très très mal. Ouais. Moi, j'avais fait un testament disant que je donnais la maison à un fonds de dotation le jour où je serais plus là. Enfin, c'est vraiment pas une machine. Pourtant, ça fait du cash comme une boîte de cosmétiques qui marche bien. Enfin, on était des ratios classiques. Une très belle réussite, dans mon vie. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Donc, tant mieux, ça peut être. Au moins, ce qui est cool, c'est que malgré les événements qu'on suivit, t'as pas eu de regrets. Ah bah si. Non, alors. Ah, finalement, t'as regretté de pas avoir fait rentrer d'investisseurs? Non, pas sur le financement. Oui, alors après, j'entends bien sur d'autres pas. aspects, tu peux en avoir, mais je veux dire plus par là. Ouais. Non, la grande frustration aujourd'hui, c'est de se dire, à mon sens, si j'avais pris une autre décision en 5-6 ans, voilà, j'aurais des moyens phénoménaux pour développer mon nouveau projet. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Oui, hein, malheureusement, on est toujours plus intelligent après coup. Oui, voilà. Moi aussi, t'inquiète, hein, j'ai des regrets de pas avoir fait les bons choix, etc. Mais effectivement, c'est comme ça. Non, tous ceux qui se permettent de dire, mais à sa place, moi j'aurais fait ça. Moi aussi, si j'avais eu les infos après coup. Ouais, et puis en plus, les gens se rendent pas compte, parce que là, tu l'exprimes en quelques minutes, mais tout ce que tu as évoqué, l'hypercroissance, les recrutements en continu, etc. Enfin, ça devait être la folie à gérer, quoi. Ah oui, c'était complètement dingue. C'est autant vers le haut que vers le bas. Ouais. Il y a une aussi grosse masse de travail vers le haut en croissance qu'en décroissance. Ok. Ouais. Et donc, hyper intéressant. Oui, tellement intéressant que justement, tu te dis, tu te relances. Donc là, partons sur le présent, sur ta renaissance, tel le phénix. Donc, on va passer directement à la fin de l'Amazona. Donc voilà, c'est fini. Et là, qu'est-ce qui se passe, mis à part le fait que tu dois être complètement démoralisé, quoi. Ouais, t'es en mode zombie parce que tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc t'es en mode pilote automatique et puis voilà. Donc le jugement tombe le lundi. Le mardi, tous les statuts partent. J'irai voir au salarié parce que voilà, sur le c'est terminé. Et alors pour moi c'est la grosse surprise parce qu'il y avait un groupe de 5 investisseurs qui avaient prévu de mettre des sous sur le projet et me garder dans l'équipe. Donc normalement le mardi j'avais un job. Ouais. Et finalement pas du tout. J'avais rien préparé comme plan B. Ah, parce qu'en fait c'est le tribunal qui choisit le projet le plus intéressant selon eux. Oui, alors normalement le tribunal doit juger sur 3 points. C'est le nombre d'emplois préservés, l'argent mis sur la table par l'entrepreneur et la pérennité du projet. Donc, étant donné il n'y avait que 2 propositions. Étant donné les 2 propositions, il était évident que c'était les investisseurs, donc, ceux qui allaient me garder dans l'équipe, là, qui allaient remporter le projet. Donc, il n'y avait pas de doute. Et finalement, le tribunal en a décidé autrement. C'est pour ça que c'est vraiment arrivé comme une grosse surprise. Tu m'étonnes. Et que j'avais pas de plan B. Donc, le mardi soir, t'es assis par terre, tu vas dire, ok, qu'est-ce que je fais? Et le lendemain matin, on s'est fait une réunion avec des investisseurs qui avaient mis des sous de côté prêts à investir sur un projet. Et j'ai dit, écoutez, si vous êtes chaud, moi, je suis prête à y retourner. Je voudrais remonter un peu. Et là, il me dit, ok, on fait confiance. Et c'est reparti. Et alors là, l'entrepreneuriat, on sait tous qu'une fois on est tombé dedans, c'est difficile d'en sortir, mais de là te dire, ok, j'ai une idée et je me lance, c'est peut-être pas si simple. Donc, quelle est l'idée qui te vient comme ça? Enfin, comment tu te dis, tiens, c'est là-dessus que je vais bosser? Là, à ce moment-là, moi, il y avait un soir au mois de mars où j'avais compris que j'allais perdre la possession d'entreprise et j'avais acheté une boîte de crayons de couleur et des crayons de feuilles canson et je m'étais mise à redessiner une nouvelle marque. D'accord. Mais j'étais quand même restée beaucoup dans le solide. Alors là, on s'est dit, bon, il faut changer, il faut partir sur autre chose, il faut avoir des idées neuves.
Ok, donc je suis là avec ces investisseurs, avec une dame aussi qui est là, qui aide, qui bosse dans la cosmétique, et on met plein de concepts sur la table, et à un moment donné, on parle d'huile upcyclée. Et là, ça me parle huile, donc des huiles à utiliser en cosmétique, des huiles végétales, des huiles bio, locales, qu'on peut presser nous-mêmes, et qui seraient issues que de coproduits de l'industrie agroalimentaire, des huiles upcyclées. Et celui-là, là, tout de suite, ça me tape dans la bouche. Je prends ça en main. Je développe une gamme d'huile visage avec 6 produits. Et là, je me rends compte que il faut que je commence à sourcer. Un mois après, c'était faire. J'avais défini un peu. Donc attends, là on est donc l'année dernière, mais on est déjà en avril, mai. Au mois de juin. Mois de juin, ok. Au mois de juin. Ouais. Au mois de juin. Donc pendant un mois, on pose le concept. Je définis la gamme. Début juillet, je dois commencer mes sourcils, et là, je me rends compte que j'arrive pas à trouver mes huiles en bio et en huile de France. Une huile d'akène de framboise bio made in France, moi, j'arrive pas à trouver. Donc, je regarde comment on fait pour presser de l'huile de framboise. Et du coup, je me renseigne sur, c'est ça, le pressage de l'huile, comme ça, un pressoir. Et fin juillet, on décide, avec mon conjoint pour le coup, de s'équiper et de faire ça la nuit. Donc la nuit, on presse de l'huile, on s'entraîne, on apprend, et le jour, je développe la marque Andromède. Délire. Et là, on n'avait pas posé la question sur ton conjoint, mais il était impliqué un peu dans l'Amazona ou pas du tout? Non, pas du tout. Il a sa propre entreprise en parallèle, donc c'est pour ça qu'on fait ça la nuit et le week-end, parce qu'on a autre chose à faire la journée. Et puis, mais il s'est pris au jeu de l'huile lui aussi. Ok, excellent. En mode passionné. C'est génial. Et comme ça m'a permis d'avoir mes huiles pour Andromède. Et ça m'a permis de lancer dès le mois de novembre ma première collection. Et là, on continue à presser, essayer plein de trucs pour pouvoir sortir tout un tas de nouveautés dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, tu nous as un petit peu décrit le produit sur un peu la fabrication et l'approvisionnement, mais qu'est-ce que permettent les huiles Andromède? Alors, les huiles, en fait, là, elles sont toutes issues de graines, d'amandons, de noyaux, de tout ce qui n'est pas utilisé. Tu vois, par exemple, tu fais des glaces, tu fais une glace à la framboise, tu vas presser des framboises fraîches, tu en extraire la pulpe, mais la graine, tu vas la mettre de côté, tu n'en veux pas dans ta glace. Et moi, c'est ça que je récupère. Or, dans les graines, c'est la base de la vie. Donc, c'est bourré d'antioxydants. Et les antioxydants, c'est excellent pour la peau, puisque ça va ralentir le vieillissement de la peau. Donc, c'est d'huile végétale, framboise, huile d'abricot. Quand on dit huile d'abricot, c'est huile d'amandon d'abricot, huile d'amandon de prune, huile de pépins de raisin. Toutes ces huiles-là sont vraiment excellentes pour la peau. Et après, elles ont différents touchés. Tu sais, on dit de certaines huiles qu'elles ont un toucher sec. C'est-à-dire que tu mets de l'huile sur ta peau, mais elle est tout de suite imprégnée par la peau, elle a un toucher sec. Excellent. Oui, c'est pas comme si tu prenais de l'huile d'olive où t'as l'impression que ça reste un peu tout le temps sur les doigts. Et oui, elles sont toutes très très différentes. Et du coup, ça permet de formuler des produits pour les peaux sèches, pour les peaux grasses. Tu mets l'huile de pépins de raisin sur une peau grasse, tu vas l'aider à réguler le sébum et tu vas réussir à stabiliser et à couper l'effet gras de la peau. Excellent. Ça paraît bizarre, une huile sur du gras, mais en fait, les propriétés chimiques, ça va t'aider à réguler le sébum. Et alors, attends, alors je veux pas que tu nous dévoiles de secrets d'approvisionnement et tout, mais t'as pas trop galéré sur trouver ces fameux pépins de framboise ou noyaux d'abricot? Si, ça m'a bien occupé tout l'été, puis t'as une temporalité, parce que je me suis mise à chercher des noyaux d'abricot alors que la récolte était terminée. Mais la grande chance, c'est que dans la Drôme, on est vraiment au bon endroit pour ça, puisque t'as des arboriculteurs partout, t'as des champs de fruitiers partout. Et ça fait 6 ans que je suis là maintenant, donc j'ai commencé à tisser un peu partout. Et ça a permis de créer les contacts qu'il fallait. Excellent. Excellent. Et donc là, on est en février 2025, donc ça fait 3 mois que tu as lancé. Et comment se passent les débuts d'Andromède? Alors, en octobre, j'ai annoncé le lancement du site de vente en ligne. En novembre, j'ai fait un pop-up store sur Lyon.
Bon, on a développé des packaging qui sont magnifiques. Donc, même si t'as pas envie de mettre d'huile sur ta peau, juste le flacon en hiver, il est super beau. Alors en plus, ça, il va falloir qu'on y revienne parce qu'évidemment, quand tu as lancé l'Amazona, t'as révolutionné le zéro déchet. Donc évidemment, j'imagine c'est pas un petit sujet, mais restons sur les débuts d'Andromé. On va revenir à ce sujet de packaging. Des packs, ouais, le gros sujet du pack. Donc là, en novembre, du coup, le pop-up sort sur Lyon, on voit que les produits plaisent. Je vois qu'il faut expliquer quand même, parce que la routine beauté, sérum, huile, visage, c'est inspiré de la beauté coréenne, mais c'est pas encore bien ancré dans les mœurs, donc il faut bien l'expliquer. Et en décembre, il y a les ventes de Noël, je fais les plus gros marchés de Noël dans l'Ardèche. Et puis c'est parti, quoi. Donc là, ça y est, on est en début février, on est dans 15 boutiques. Ok, On va excellent. faire notre première livraison dans une boutique sur Paris, là, la semaine prochaine. Et au mois de mars, on va faire des vitrines, des très jolies boutiques de cosmétiques qui s'appellent Mio. On retrouve dans ces grandes villes françaises. Et ça y est, on a livré nos 200 premiers clients particuliers. Excellent. B2C, comme on Bravo. dit. Et donc, j'imagine aussi que bah, là, ce qui est dingue, c'est que tu as fait déjà pas mal de pop-up store ou de boutiques, etc. Mais en plus, j'imagine que tu as peut-être aussi réussi à garder, alors je sais pas si c'est une aura, une réputation, ou tout simplement une mail list de gens qui étaient fans de ton travail à l'Amazona et qui ont peut-être fait en sorte de pouvoir de garder contact avec toi. Oui. Alors surtout pour les boutiques. Là, les boutiques qui proposent nos produits, on se connaissait d'avant. Ouais. Et ils ont connu l'essor, mais je pense qu'ils espèrent revivre la même chose avec Andromé. J'espère que je vais pouvoir refaire ça. Ça me semble plutôt bien parti. Bon, bah nickel. Et donc revenons-en à ce fameux pack, parce que moi je les ai vus qu'en photo pour le moment. Oui. Et c'est vrai que bah, déjà en photo, ça a de la gueule, quoi. C'est joli. Hein. Ouais. Et là, j'ai travaillé avec des copains avec qui j'avais vraiment envie de bosser sur le sujet. Et je leur ai dit, allez-y, je vous fais confiance. Du coup, à chaque fois qu'ils me proposaient un truc, je disais, oui, mais t'es sûr que... Mais oui, fais-moi confiance. Et voilà, et on est arrivé à ce beau résultat. Et du coup, l'idée, alors, En plus, Andromé a une très belle identité graphique. Enfin, je veux dire, le logo et tout, c'est très suggestif. Enfin, je trouve ça assez beau. Ouais, bah on voulait un côté un peu arty. Alors, on vise une marque beaucoup plus mature, hein, femme de 40 ans. Bien sûr. Et c'est vraiment, il faut que ça se voit. Et ouais, j'en suis très contente. Alors, as cette rondeur qu'on retrouve partout, puisqu'on veut poser un peu les bases du concept de cosmétique circulaire. Ouais. Là, dans chaque flacon, 98% de ce qu'il contient provient de graines ou d'amendements qui ont été récupérés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vient pas piocher en plus dans l'agriculture pour fabriquer des huiles alors qu'elles sont d'excellente qualité. J'ai pas précisé, mais on est en pression à froid. On fait de la pression à froid pour l'extraire. Ok. Et donc ça, pression à froid, excuse-moi, d'un point de vue technique, c'est que tu valorises mieux les produits que si tu le faisais à chaud ou... Ouais, en fait, si tu chauffes, tu vas extraire davantage d'huile et plus rapidement. Là, nous, faut vraiment imaginer que c'est un goutte à goutte. Hein. La presse fait 1 mètre de long et pourtant c'est un goutte à goutte. Donc on peut pas aller moins vite, mais comme ça tu l'extrais en montant le moins possible la température et donc en ne brûlant pas ses propriétés. Donc ouais, t'as une qualité qui est tout autre. Ouais, c'est au top. Je vais pas faire mieux. Ok, excellent. Et donc ouais, alors ça effectivement 98% de ce qu'il y a à l'intérieur qui est récupéré, valorisé, ça c'est génialissime. Et ce fameux pack, alors non seulement il est beau, mais en plus, dis-nous en plus sur le fait que bah il est zéro déchet aussi potentiellement. Oui, alors le zéro déchet dans le sens consigne, dans le sens récupération pour être re-rempli. Ouais. Parce que je suis pas fan des éco-recharges, des sachets en plastique qu'on voit pas. Ouais, bien sûr. Ouais. J'arrive pas trop à me faire à ça. Donc l'idée là, c'est que les clientes ou les clients nous les renvoient directement. Alors pareil, on peut aussi faire de la consigne où tu demandes à l'épicier de les stocker, il te les renvoie. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que l'épicier en a plein son arrière-boutique, des cartons avec 3 pots qui se battent en duel, tout poussiéreux là. Donc là, moi, je veux être en contact direct avec les clients et les clientes qui nous les renvoient directement, comme on faisait sur les têtes de brosse à dents.
Ce qui va permettre notamment de tracer est-ce que ça fonctionne, est-ce que quand on annonce qu'ils sont réutilisables, est-ce qu'on a un vrai taux de retour, et voilà, ça va coûter cher hein, puisque c'est un renvoi par client. Je vais leur demander de grouper les renvois, de mettre au moins 3 flacons, mais ça va me permettre de vraiment tracer et comprendre ce qui se passe. Ouais, puis même tout simplement vérifier des fréquences d'utilisation ou ça te permet tout simplement de garder contact avec tes clients et tes clientes. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis quand je mets réemployable sur les flacons, est-ce qu'on va vraiment réemployer parce qu'on aura un assez fort taux de retour. Donc, l'objectif, c'est que ce soit le cas. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est génial en plus là aussi de le poser en principe initial, quoi. C'est pas quelque chose que tu vas essayer d'intégrer au fur et à mesure. C'est vraiment une ambition dès le début, quoi. Ouais. Tu vois, ça rejoint un peu l'idée d'être généreux parce que ça coûte. Donc ça, si tu t'en tiens à un business plan classique, tu me dis non, on va pas faire ça. T'as vu combien ça coûte? Et non. Si tu fais pas ça, si tu mets pas de budget sur ce sujet-là, ça veut dire que tu vas pas au bout de ta démarche. Ouais, et puis en plus, pour moi là, on voit aussi toute ta cohérence. C'est-à-dire que c'est pas juste une promesse comme ça ou de l'affichage, quoi. Enfin, du début à la fin, tout est cohérent et en lien. Enfin, je veux dire, dans la droite ligne de tes principes, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui donne du plaisir. Tu vois. Alors ça, toujours, ça peut être un avantage. Hein, tu te poses plus de questions. Mais comme d'hab, c'est ce qui donne le sens. Top. Et maintenant qu'Andromé, j'imagine les bases sont posées, mais quelles sont tes ambitions avec cette nouvelle aventure? C'est une bonne question. Un peu comme le projet précédent, finalement, si je veux vraiment installer un changement, il faut qu'il y ait du volume. Ça sert à rien que je récupère 10 kilos de noyaux d'agriculture et donc je donne 2 € à l'agriculteur d'à côté, ça fera pas de différence. Donc il faut qu'il y ait du volume. Après, quelque chose de plus sage quand même. Plus sage, ennuyeux, c'est pas ça, mais plus posé, quoi. Ouais, plus structuré, plus posé, ouais. En fait, tu vois, il y a un truc qu'on a raté aussi, c'est qu'on a plein de boutiques qui vont acheter des produits et les vont poser dans les rayons et ça reste dans les rayons. Et ça, je veux pas que ça arrive. Donc, tu veux dire pour l'Amazona? Ouais. Donc peut-être moins. Et après, ils ont fait des promos et ça c'est dans les comme ça. Non, ça n'a pas d'intérêt. Donc peut-être moins de revendeurs, mais mieux accompagnés, plus formés, vraiment en lien avec nous. Et des vrais partenaires pour avoir un échange gagnant de vie, comme on dit. Et que l'impact ce soit réel. L'impact il était aussi, évidemment, sur le projet précédent. Mais là que presque, tu vois, comme je nettoie les graines avec mes petits doigts, ah ouais. j'ai presque envie de savoir qui va le poser sur sa peau après. Ouais, tu m'étonnes. C'est dingue. Ouais. On est plus sur des produits un peu exceptionnels, donc j'ai envie de leur donner de respecter cette valeur. Ouais, bien sûr. Ouais. Et justement, en termes d'approvisionnement, puisque si je te suis, c'est peut-être ça qui peut te limiter dans les ambitions de l'Amazona. Il y a des limites, mais elles sont peut-être encore assez éloignées. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton ressenti là-dessus? Ouais, oui, c'est un vrai sujet parce que on veut pas non plus courir à 2 heures de route pour aller chercher des graines, donc il faut que ce soit vraiment à côté de chez nous, et les vertus sont un vrai sujet. Donc là, c'est ce qu'il faut que je traite dans les semaines qui viennent, puisque les récoltes vont bientôt démarrer. Donc ouais, c'est le point clé, c'est sûrement ce qui va être limitant au niveau de la distribution, c'est pas une voiture. Tu vas me mettre une claque, mais je viens de comprendre le nom Andromé. Ah mais tant mieux que ce soit pas non, si, alors je trouvais le mot assez poétique, mais maintenant effectivement, en fait, avec tout ce que tu viens de dire et donc l'engagement d'avoir un appro à moins de 2 heures de là où tu es, bah oui, évidemment, ça reprend tout son sens, quoi. Et je me disais, mais oui, ce serait une belle chose de le mettre en avant, cette Drôme, et puis en fait, effectivement, c'est revenu comme une évidence, donc bravo. Il est au cœur du nom. Oui, alors ce nom-là, c'est quand
quand il y a eu la liquidation, on m'a dit, mais tu repars sur Paris? Je suis pas du tout, mais comment vous pouvez penser ça? C'est trop bien ici. Donc au moins, là, c'est inscrit dans le nom. J'y suis virée. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis même, enfin, tu vois, ça peut être... il y a tellement de produits dérivés dans certaines régions où tu te dis, mais vous avez juste rajouté une étiquette pour un produit made in China. J'exagère à peine. Mais là, je trouve ça génial. Enfin, je trouve qu'aussi en termes d'appropriation par les habitants du département, c'est top, quoi. Ouais. Mais moi, je me suis sentie très très bien accueillie ici. Et c'est une forme d'hommage. En plus, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Il y a beaucoup de mixité. Ouais. Et tous ceux qui viennent aussi d'ailleurs ne se même retour, mais se sentent bien. Donc c'est un joli clin d'œil. Ok, excellent. J'ai encore 2 questions à te poser, Laetitia. 2 questions classiques, enfin qu'on repose à chaque fois. La première, c'est tout simple. Qu'est-ce que tu dirais à Laetitia si tu la croisais là face à toi quand tu es sur le point de te dire je vais vendre des lingettes microfibrées. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à ce moment-là? Vas-y, c'est une bonne idée, tu vas vivre un truc formidable, donc vas-y. On peut dire ça. Et pas de... Ouais, bah ouais, bien sûr, tu dis bien ce que tu veux. Et deuxième question, alors je sais pas si tu as des enfants, peu importe, mais si tu devais rencontrer... dernière question, mettons que tu as des enfants. J'ai 3 beaux enfants. Ouais. Eh bien... qu'est-ce que tu dirais à tes petits-enfants quand ils auront, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'années, pour leur raconter tes aventures entrepreneuriales, l'Amazona et Andromé, finalement, pourquoi tu t'es senti... tu as fait tout ça, finalement. Enfin, comment tu leur expliquerais dans quelques années, finalement, quelques décennies? Oh là là, on n'a pas préparé ça. On me prend toujours sur le vif. Ah oui, vous n'allez pas me croire. Les enfants, vous n'allez pas me croire. Mais mamie, elle a quand même pas mal bossé. Oui, c'est ça. Oh, tu me saoules avec tes histoires. Non, je vous jure, c'est vrai. Parce que je raconte plein de blagues. Enfin, ils ne savent jamais si c'est vrai ou pas, une histoire de dinosaures ou autre. Donc, on va avoir des doutes. Ouais, non. En fait, j'ai peur qu'ils nous fassent eux beaucoup de reproches. Donc, j'espère qu'on n'en sera pas là. J'espère qu'on n'en sera pas là, parce que sinon, on fait des reproches, ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas vraiment dans l'action, ils sont plus en mode spectateurs, et disons que vous auriez pu faire j'espère qu'ils sont dans l'action. Et voilà, qu'est-ce que je dirais? Il faut pas être donneur de leçons à cet âge-là. Ouais. Donner ton retour d'expérience, mais bon, si t'as besoin, je leur dirais quand même que c'est en grande partie grâce à toi que les shampoings et autres cosmétiques solides ou zéro déchet sont apparus en masse dans les rayons français. Et ça, mine de rien, il faudra pas que tu l'oublies que c'est grâce à toi. Ouais. Et pourquoi on dit un savon solide, les enfants? Parce que on dit juste un savon. C'est vrai. Incroyable. Bon, je leur dirai ça. Après, je leur raconterai une sorte de dinosaure à la 3. Ce qui est déjà bien. Bon, nickel. Écoute, Laetitia, est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais partager qu'on n'aurait pas évoqué? Non, écoute, venez faire un tour dans la Drôme. Là, tu vois, c'est l'heure de Golden Hour. C'est le coucher de soleil en hiver. On a des lumières hallucinantes. Et là, je l'aperçois par la fenêtre. Mais je vais vite aller mettre une dehors pour inspirer un grand coup. J'écoute tous les gens qui essaieront Andromé ressentiront ça. Bon, nickel, on passera le mot. Et puis, surtout, bonne chance pour Andromé. Et puis, tu m'as donné envie d'essayer. Donc, je vais aller sur le site. Merci beaucoup. Bon, bonne route à toi, Laetitia. Et j'espère à bientôt. À bientôt. Et bonne année. Merci.